Oui. Maintenant, on a 2 moments à passer encore ensemble. Monsieur Beauchamp a accepté de rester avec nous durant ces 2 jours comme observateur et on lui a demandé de porter son regard sur la dynamique, sur les propos, sur les perspectives. Alors, c'est une tâche sans doute exigeante, mais Monsieur Beauchamp était là à l'origine du mouvement de l'éducation relative à l'environnement au Québec. Il a été un artisan de cette institutionnalisation. Malheureusement, les structures mises en place n'ont pas résisté à la vague politique qui a suivi. Alors, on vous écoute avec plaisir, Monsieur Beauchamp. Merci, merci madame. Rebonjour à vous tous. D'abord, j'aimerais nuancer un peu. Là, on me donne des allures de père fondateur. J'ai juste été chanceux d'arriver à un moment où on m'a demandé à quelqu'un de faire une recherche. C'est sûr que beaucoup d'actions avaient précédé. On les a évoquées hier depuis les scouts, les 4H, et d'autres ancêtres. Je me souviendrai toujours qu'une des rencontres marquantes que j'avais eues au moment de ma recherche, c'était justement l'équipe qui travaillait au ministère des Ressources naturelles dans les parcs. Il y avait des actions extraordinaires qui étaient faites. J'essayais de me rappeler qu'est-ce qui avait motivé le ministre du temps, M. Léger, à faire une recherche comme celle-là. Et je pense qu'il y avait deux milieux. Il y avait eu une pression des professeurs de sciences, si bonne est ma mémoire, pour faire émerger quelque chose. Et il y avait aussi un fonctionnaire très dérangeant dans la fonction publique qui faisait toutes sortes d'affaires et qui s'appelait Tony Le Sauteur. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il a émergé une idée comme celle-là et que moi, j'ai eu cette chance-là. Je voudrais vous faire des remarques d'observation, puis je dis un petit mot sur la journée d'aujourd'hui. D'abord, je ne savais pas des gens de quel âge je trouverais. Je savais qu'elle n'aurait pas de mon âge, ou très peu. Tantôt, il se vantait d'avoir 40 ans, il se pensait vieux. J'en ai 79, alors, tu sais, c'est bon. Mais j'ai été surpris du bon mix que vous avez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du très jeune monde, très beau, puis il y a du monde qui arrive à la retraite, et bon, non, beau différemment. Alors, donc, et une des choses que j'ai trouvé charmante, c'est la tendresse que vous avez les uns à l'égard des autres. Beaucoup d'embrassades, beaucoup d'accueil, etc. C'est assez formidable. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle complémentarité entre les actions d'éducation formelle et les gens qui travaillent dans l'éducation informelle ou dans des structures non formelles ou d'initiatives locales. J'ai trouvé ça magnifique et il y a une bonne osmose. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes en synergie. J'ai remarqué, évidemment, l'absence d'informations colligées. On a un dossier là-bas qui invoque pour un portail. J'ai travaillé à un moment donné, après l'audience sur l'eau, sur les portails sur l'eau. Hélas, il y a eu un effritement et une perte de la cohésion et de la circulation des informations. C'est bien malheureux. J'ai trouvé délicieux, naïf et magnifique cette référence qu'a donnée la représentante du ministère de l'Environnement sur l'idée que chaque ministère devrait avoir une responsabilité éducative. Je trouve ça charmant. À la santé, il y en a. Vous savez, dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai été aussi vice-président à un moment donné de l'Institut national de santé publique. Et je sais comment en santé, c'est très important de travailler aussi sur la santé environnementale et de motiver les gens à se prendre en main tout ce qu'on appelle villes et villages en santé. Il y a énormément d'actions qui se font dans ce sens-là. Mais que chaque ministère l'ait, je trouve ça intéressant. Je voudrais
revenir sur des échos quand a évoqué les conférenciers de départ sur l'importance de la beauté. Dostoïevski disait que la beauté sauvera le monde, et dans l'environnement, au primaire, à mon sens, et dans la tendre enfance, il ne faut pas d'abord mobiliser les enfants sur de la militance pour dénoncer des choses. Il faut leur faire vivre d'abord l'expérience de la terre-mère, de faire partie de l'environnement et de découvrir la beauté des choses, la beauté des fleurs, la beauté des arbres, la beauté des animaux, la beauté d'un coup de soleil, etc. C'est très fondamental. Et je vous référerai, pour ceux qui veulent fouiller un peu plus, il y a un petit livre de François Cheng qui s'appelle « 5 méditations sur la beauté ». Il a aussi un autre livre que je viens de travailler pour d'autres raisons, qui est « 5 méditations sur la mort », c'est-à-dire sur la vie, qui sont aussi magnifiques, mais contentez-vous de celles pour la beauté à votre âge. Alors, j'ai insisté, et je vais revenir là-dessus, sur l'importance de développer une pensée politique forte. Il ne suffit pas juste de penser écologie, il faut penser aussi à posséder, se donner une pensée politique organique. On vient à l'environnement pour plusieurs raisons, et il y a 2 filières différentes, complémentaires. La filière qu'a évoquée M. Robitaille, c'est qu'on y vient par le social. On y vient par le social parce qu'on vit dans Hochelaga-Maisonneuve ou qu'on vit dans un coin, puis on comprend que le monde en bas, il meurt plus vite parce que leur environnement est détérioré. Et là, on reconstruit la société et on se dit que la question écologique est une question absolument viscérale. Vous avez évoqué, M. Robitaille, l'idée que seuls les syndicats avaient fait telle chose, syndicats québécois. Je me rappelle d'une rencontre avec la Fondation du progrès de l'homme à Paris, où des syndicalistes allemands étaient venus nous expliquer l'action qu'ils avaient faite auprès de syndicalistes d'Afrique du Nord pour les sensibiliser aux questions d'environnement et en leur disant qu'à long terme, l'environnement ne tuait pas les jobs, mais en créait. Donc, il y a eu là, vous n'êtes pas seul, il y a eu partout ailleurs aussi des tas d'actions. Et l'autre lien avec lequel, évidemment, on entre dans l'environnement, c'est le lien de l'intérêt pour la biologie elle-même, pour la beauté des choses, pour la nature. Et là, on revient au social. Mais la dimension d'éco-société est structurante dans votre pensée, et c'est formidable. C'est que non seulement on pense environnement, mais on pense aussi la solidarité avec l'ensemble de la société. Et je retiens aussi une autre chose qui est émergée là quand la Madame Sylvie a dit qu'elle faisait des choses, tout le monde le dit un peu partout et Madame Carole l'a repris, c'est que la primauté de la conscience pas au plan de la conscience morale, mais de la conscience de la personne qui se sait interpellée et dit « moi, j'embarque dans ce mouvement-là et moi, je fais des choses » même si autour de moi, tout le monde me trouve un peu fou, un peu folle, mais dans la décision de s'impliquer, il y a chez vous une décision de conscience et c'est votre manière d'être responsable dans le monde d'aujourd'hui. Et là-dessus, bravo, c'est assez émouvant et assez extraordinaire de rencontrer des gens de votre trempe. Je dis un mot de la journée d'aujourd'hui. Je ne veux surtout pas ajouter aux commentaires, on en a fait pas mal. J'ai été très impressionné par la petite lecture de M. Lafitte, pas petite au sens de petite, mais au sens que c'est juste une slide qui est arrivée. Les années 70-80, où la problématique était celle de l'impact, c'est tout à fait ça. La conférence de Stockholm, c'est la dénonciation des industries. Hein, et tout à coup, on comprend que la pollution est là. Ensuite, il dit, les années 90 à 2010, l'idéologie du développement durable qui prend le plat. Et là, il dit, maintenant, on réalise la vulnérabilité, hein, ce que Jared Diamond appelle l'effondrement possible de nos sociétés. On s'aperçoit que le balancier est allé si loin
que là, le milieu risque de s'écrouler. M. Trump ne l'a pas compris encore, puis j'espère que le milieu ne s'écroulera pas avant qu'il le comprenne. Mais il n'y en a pas de garantie, surtout pas avec lui. Hein. Alors, donc, c'est ça. Là. Et là, on peut comprendre qu'on va arriver aussi possiblement la fin du politique ou la fin de la politique démocratique à la manière que nous l'avons vécu. Là, on est devant une immense incertitude. Bon, il faut bien comprendre ça. Je comprends que votre stratégie, il faut bien que votre stratégie porte à la fois sur l'institutionnel et le formel, donc des pressions à exercer sur le curriculum, sur la formation des professeurs, sur l'inscription dans le projet éducatif, sur la déclaration, une inscription nationale ou autre pour des programmes formidables, et qu'en même temps, vous demandiez un subventionnement plus cohérent, plus systématique, plus fiable pour le secteur informel, parce que nous avons besoin des deux. Hein? Et on avait ça autrefois, on l'avait autrefois, on l'a retiré, et il faut vraiment exercer des pressions dans ce sens-là. Quelles sont maintenant les bonnes stratégies? Vous ne pouvez pas, en tant qu'éducateur, n'être que des militants. Vous cesseriez d'être des éducateurs. Bon, je vais vous dire quelques citations qui vont vous amuser. Permettez-moi de vous citer Mao Tse-tung. Hein? La politique est une guerre sans effusion de sang. La guerre est une politique avec effusion de sang. Dans la politique, ce n'est pas vrai que le consensus est la règle. La politique est faite, et là je vais vous citer Duverger, la société est faite de deux types de forces, des forces centrifuges et des forces centripètes. Et ce qui tient une société, c'est l'équilibre entre les forces centrifuges, c'est-à-dire qui nous poussent à la périphérie, et les forces centripètes qui nous poussent vers le centre. Et c'est cette tension-là entre la négociation ou la collaboration et la lutte. La réalité politique implique toujours une lutte. Il ne faut pas penser que la société de 1970 a changé à aujourd'hui toute seule. Elle a changé parce que systématiquement, du monde a travaillé, a miné la société par en dessous pour qu'elle soit moins solidaire et plus centrée sur le profit des plus riches. Et cette force-là, il faut la renverser. Quand j'avais 18 ans, je me battais contre Maurice Duplessis. La mort en est venue à bout avant que nous autres, on le mette dehors. Bon. Puis après ça, on s'est battu contre M. Bourassa. On s'est battu à Montréal contre le maire Drapeau. On a eu de la difficulté. Hein? Bon. Et bon, c'est ça. Là, je suis rendu à l'âge où je ne me bats plus. Puis en plus, j'ai passé ma vie à faire des audiences publiques. C'est-à-dire à écouter le point de vue de tout le monde. Vous savez qu'autrefois, dans la société, un juge n'avait même pas le droit de voter. Maintenant, on leur a donné le droit de vote, puis je pense qu'ils en ont pris plus que ça. Mais tout le temps que j'ai été en audience publique, j'avais pas le droit de m'exprimer sur les décisions du gouvernement. C'est dans le code de déontologie. Donc, j'ai passé 40 ans de ma vie à écouter le monde, à me faire ma gueule. Bon, mais en même temps, la marmite monte pendant ce temps-là. Mais c'est ça le métier, puis c'est correct, il faut qu'on fasse ça. Il faut que ce métier-là existe. Donc, je suis très sensible à toute la collaboration, à toute la capacité de dialoguer, etc. Mais en même temps, il faut comprendre que la dynamique sociale implique toujours à la fois un combat et une collaboration, et vous devez faire les deux stratégies. Ce qui vous appartiendra, c'est de trouver le bon dosage, quand est-ce qu'il faut japper, puis quand est-ce qu'il faut miauler, puis collaborer. Alors, ça vous appartient, c'est votre chose. Alors, c'était ça le pep talk que j'avais à vous donner. Bravo, formidable que vous êtes, et surtout, ne vous découragez pas, continuez. Et j'ai rien que dans 11 ans que j'aurai mon centenaire, vous me réinviterez. Merci. Oui, c'est pas 11 ans, c'est 21 ans, là. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, c'est vraiment un vibrant message qui nous touche profondément.
Jean et moi, on va faire rapidement un message de la fin. Je laisse Jean qui va parler des suivis et moi faire nos adieux, nos remerciements et nos perspectives. La première chose avant, donc je pense qu'il faut immortaliser ce moment-là. Avant de quitter, je vous inviterai peut-être tous là, à déplacer les chaises, vous installer vis-à-vis le mur et qu'on prenne une photo de famille avant de terminer. Là. OK? On garde ça, on ne se sauve pas avant que ça se passe. Je sors d'ici avec beaucoup plus d'énergie que j'en avais lorsque je suis arrivé. J'espère que c'est la même chose pour vous toutes et tous. Qu'est-ce qui s'en vient? Je pense qu'on doit avoir encore de la place pour rêver. Donc, je pense qu'on a un rêve à définir, un rêve, une vision du monde. On a parlé beaucoup du programme en lien avec cette vision du monde-là. On a quelque chose qu'on doit présenter pour pouvoir élargir notre cercle, convaincre les gens non convaincus de la pertinence de notre action. Et ça va se définir en fonction du message qu'on va être prêt à livrer et à l'enthousiasme qu'il va susciter. Ça, c'est une chose qui est importante. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, on va devoir penser à un plan de transition vers une intégration de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté avec qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à court, à moyen et à long terme. Et nous devrons, et c'est le pourquoi de toute la démarche qu'on a, pourquoi on doit le faire. Donc, on doit profiter du fait qu'on a une richesse et une puissance de recherche pour chacun des éléments qu'on veut avancer dans notre stratégie, de pouvoir les justifier à travers les travaux qui sont en cours. Le quoi, il y a plusieurs éléments qui ont été amenés. Il y a encore jusqu'au 22 avril la possibilité d'envoyer vos commentaires, vos mémoires, de façon à ce qu'on puisse bien définir le quoi et qu'on puisse répartir ce quoi-là dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourra faire plus tard? Et d'essayer d'agencer tout ça pour le mieux. Il y a le où. J'aime beaucoup l'idée qui a été ressortie de partir en tournée et de pouvoir trouver le moyen d'aller en région et de profiter des organismes qui pourraient nous aider à le faire. Et je pense que les syndicats, par leur structure, par leur présence dans le milieu, pourraient nous aider, nous appuyer peut-être dans cette réflexion-là qu'on fait un peu partout en région. Il y a une chose qui est importante, c'est de protéger les lanceurs d'alerte. Et je crois qu'il va falloir réfléchir à une façon de nous regrouper, dans laquelle chacun va pouvoir garder son autonomie et sa possibilité d'action, mais de se mettre ensemble de façon à ce que le groupe que nous formerons ou que nous investirons puisse avoir une liberté de parole. Et ça, c'est important de le faire. Élargir, donc on le parlait, donc je pense que notre stratégie aussi va devoir être plus ambitieuse que de s'adresser exclusivement au ministère de l'Éducation, au ministère du Développement durable. Il faut élargir, il faut voir aussi quel lieu de pouvoir on peut toucher, on peut parler aux municipalités, il y a des choses qui sont possibles. Donc ça, c'est des éléments qui vont être à considérer. Il y a des éléments qui s'en viennent, des moments importants, le forum planétaire qui s'en vient, où on va avoir un mot à dire et qui pourrait devenir un moment phare, où on pourrait présenter un peu où on est rendu là-dedans. Il y a aussi un organisme qui est la CUPER, qui a énormément de difficultés, qui vit des difficultés, qu'on pourrait réinvestir collectivement et qui pourrait devenir ce véhicule-là. Parce qu'à l'origine, lorsque quelques personnes dans la salle ici, Lucie entre autres, Yves qui était là, ont créé la CUPER, c'était pour nous donner une voix, pour défendre, faire valoir un peu l'importance de ce type d'éducation-là. Je pense qu'il y a peut-être possibilité de penser de cette façon-là. Donc,
photos de groupe, tantôt. On aura des photos de groupe partout où nous irons. Et lorsque le groupe sera suffisamment gros, suffisamment lourd, on mettra le point sur la table. Et on pourra s'en aller dans le sens où on le souhaite. Merci. Super, Jean. Vraiment. Ben, écoutez, moi aussi, là, j'ai les mots de la fin: mobiliser, interpeller, argumenter, reconnaître, valoriser, appuyer, structurer, se mettre en travail collectif pour un projet politico-pédagogique. Alors, c'est un peu ce que je retiens. Maintenant, je voudrais souligner l'importance maintenant d'envisager le forum planétaire, le 6e Forum international francophone planétaire qui va avoir lieu à Montréal la dernière semaine de juin à l'Université du Québec à Montréal. C'est un moment où on pourra faire valoir les travaux, justement. On pourra présenter une synthèse des travaux. Parce que dans le fond, on avait beaucoup travaillé depuis 3 ans, on a beaucoup travaillé depuis 2 jours, mais le chantier est ouvert. Alors, on va se regrouper autour d'un comité de suivi et puis on va se faire un plan de travail. Et je veux dire, un des principes clés, c'est de le faire de façon collaborative, participative. Ce projet-là nous appartient à tous. Avant d'aller de se quitter à la photo, avant d'aller au dîner, on avait pensé se regrouper au restaurant du Biodôme, d'accord, pour terminer un peu ce moment-là, si on a envie de continuer à discuter. Mais bon, j'aimerais saluer la présence de Pierre Fardeau. Ça me touche beaucoup de te voir ici, Pierre, qui a été un pilier de l'AQPR pendant tellement d'années. Puis Jean a raison, je pense que le travail qu'on fait, c'est un travail à l'échelle politique de fédération des acteurs que malheureusement l'AQPR n'a pas pu exercer. Alors, ça fait partie là, dans les préoccupations du comité de suivi de revoir, de repenser à ça. Pierre, on aimerait ça, te revoir, t'interpeller peut-être là-dessus. Et je voudrais remercier beaucoup, beaucoup notre équipe technique. Hugues à la coordination, sans répit, sans relâche. Oui. Remercier Félix Lebrun-Paré, qui était aux manettes également. Remercier Cédric, qui aussi a fait un travail formidable pour la web diffusion. Alors, Cédric Breton-Daigle, tous les deux finissants, là, ils terminent leur maîtrise et ils sont vraiment en phase terminale. Et c'est une merveille qu'ils aient trouvé le temps d'être avec nous. Il y a eu aussi des gens qui ont travaillé très fort dans la phase préparatoire depuis 3 ans. Oui. Je pense que les gens qui avaient participé à tout ce travail d'élaboration, je vous demanderais simplement de vous lever, qui ont participé à nos rencontres. Carole, ces gens-là qui ont contribué. Et toutes les organisations qui gravitent au centraire, qui nous ont permis de faire ce cheminement collectif. Bon, alors, je pense qu'on a été un groupe de travail formidable. Monsieur Beauchamp a remarqué qu'il y avait une dynamique particulière. Oui, il faut la célébrer. Alors, on va la célébrer avec une photo. On va la célébrer peut-être en se retrouvant au dîner au Biodôme. Paraît-il qu'il serait mieux d'aller au Biodôme qu'au Planétarium. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et puis, on va se dire à la prochaine. Merci.